Bonjour Marie-Christine, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Marie-Christine, tu es une ancienne députée européenne, mais si je t'ai invité, c'est parce que tu es actuellement, ça fait longtemps que tu es membre de la Ligue des droits de l'homme, la LDH. Tu en es même aujourd'hui la vice-présidente. Si je t'ai invité, c'est parce que la Ligue des droits de l'homme en ce moment est un peu dans le collimateur du pouvoir, mais plus largement de la droite, suite notamment aux propos de Gérald Darmanin qui, en commission au Sénat, a, je ne sais pas comment l'exprimer, mais en gros, a proféré des menaces de vous couper des subventions. Enfin, il a dit qu'il allait s'intéresser à vos financements, etc., blablabla, parce qu'en gros, il considérerait que votre travail, notamment sur les violences, et tout particulièrement les violences policières, euh, n'était pas, je vais utiliser un mot qui est souvent utilisé par le pouvoir en place, n'était pas républicain et n'entrait pas dans les codes du républicain, ce qu'il imagine être la République. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces accusations et à ces menaces qui sont, si je crois, notamment l'historien Naquet qui a fait une interview sur Public Sénat, qui sont inédites, hein. Jamais un ministre n'avait proféré de telles menaces à l'égard de la LDH depuis Vichy. Oui, je- Gérard Darmanin, en fait, il est fâché par ce qui se passe autour de la question des violences policières et tout particulièrement de ce qui s'est passé à Sainte-Soline. La LDH, depuis très longtemps, travaille sur la question des violences policières. Elle condamne toutes les violences. Je crois qu'il faut d'abord et dire ça, toutes les violences. C'est pas une association qui considère que la violence est le bon mode d'action. Elle préfère les moyens démocratiques. Mais les violences policières, c'est pas la même chose que les violences d'un manifestant. Quand un manifestant commet des violences, en général, les pouvoirs publics ont les moyens de réagir. Quand il s'agit de violences policières, c'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi c'est pas tout à fait la même chose? Parce que la police, les forces de l'ordre, ont ce qu'on appelle la force légitime, l'usage légitime de la violence, de la force. Qu'est-ce que ça veut dire usage légitime? C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'utiliser la violence, mais pas de n'importe quelle façon. Ils ont le droit d'utiliser la violence dans un cadre qui répond notamment à deux grands principes, le principe de légitimité et le principe de proportionnalité. Qu'est-ce que nous faisons depuis quelque temps? Nous constatons, comme d'autres d'ailleurs, le défenseur des droits, la commissaire européenne du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme, plusieurs représentants de l'ONU constatent qu'en France, il y a une utilisation des forces de l'ordre qui est assez loin ou qui dérape de plus précisément par rapport à ce que l'on doit attendre d'un maintien de l'ordre républicain. Et c'est exactement ce qu'ont montré nos observateurs à Sainte-Soline. Précision, nous n'appelions pas à la manifestation à Sainte-Soline, puisque cette manifestation était interdite. Donc la LDH n'a pas appelé à cette manifestation. Mais compte tenu du contexte, elle a tenu à envoyer des observateurs indépendants pour qu'ils constatent ce qui se passait sur place. Et nous étions là au mauvais moment du point de vue de Gérard Darmanin, puisque nos observateurs étaient là notamment euh, au- euh, auprès de Serge, si je puis dire, quand il y a eu le problème avec l'envoi de secours par rapport à une personne dont la vie était en danger. Et nous continuons de dire, vidéo à l'appui, enfin, sono à l'appui, si je puis dire, son à l'appui, que tout ce qui était possible de faire n'a pas été fait et que notamment les pouvoirs publics ont bloqué l'accès du SAMU. Et nous avons entrepris plusieurs
plusieurs mobilisations judiciaires sur Sainte-Soline, mais pas seulement. Nous venons de gagner, par exemple, contre la préfecture de Paris, qui s'amusait à, si j'ose dire, hein, il y a beaucoup de guillemets là derrière, à publier des arrêtés le plus nuitamment possible, à la dernière minute, dans des périmètres indécents, je dirais, pour empêcher les mobilisations ou interdire de façon légale, autoriser en tout cas, les manifestations dans le cadre de la mobilisation retraite, notamment depuis l'utilisation du 49.3. Et donc, la semaine dernière, samedi dernier, nous avons obtenu une décision de la Cour d'appel du tribunal administratif d'appel, du tribunal administratif de Paris, l'annulation d'un arrêté en ce sens pour samedi après-midi. Donc, M. Darmanin trafique la réalité, si je puis dire, parce que quand il dit que nous sommes pourvus en justice pour interdire l'utilisation des armes par la police, ce n'est pas tout à fait exact, parce que nous ne nous sommes pas pourvus en justice pour interdire l'utilisation des armes, mais pour interdire l'utilisation d'armes qui ne sont pas celles que doit utiliser la police. Et ça, c'est très réglementé dans le cadre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou de ce que disent les instances de l'ONU. Et surtout, nous nous sommes insurgés contre l'interdiction d'armes par destination. C'est un de nos combats récurrents parce que quand on dit interdire toute arme par destination, ça veut quasiment dire qu'on ne peut plus rien emmener en manifestation, pas même son téléphone portable, puisque un téléphone portable peut être envoyé en travers de la figure de quelqu'un et le blesser. Donc, tout est arme par destination. Et c'est ça que nous voulons empêcher. Donc, nous combattons M. Darmanin quand il abuse de ses pouvoirs, je dirais, de ministre de l'Intérieur, parce que ce n'est pas parce qu'il est ministre de l'Intérieur qu'il a le droit de tout faire. L'histoire de la LDH repose justement sur la nécessité de lutter contre l'arbitraire et de ne pas confondre légalité et légitimité. Ce n'est pas parce que quelque chose est légal, encadré par la loi, qu'il est forcément légitime et qu'il ne nous permet pas d'aller devant les tribunaux pour le contester, parce qu'au-delà de la loi, il y a un certain nombre de principes qu'une démocratie, une république se doivent de respecter. Tu as parlé de ces arrêtés que vous avez contestés. Dans ce que je lis et des débats que j'entends, qui sont notamment portés par soit des éditorialistes de droite, soit des hommes et des femmes politiques de droite, il y a ce glissement en fait qui serait de dire bon bah en fait comme la LDH s'oppose à un arrêté qui empêcherait les manifestants d'avoir des armes par destination. Donc, tu as très bien expliqué pourquoi. Mais en gros, ce que disent les gens de droite, c'est ah, mais du coup, la LDH est du côté des manifestants violents. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu récuses, ce Bien positionnement? sûr que ce que Pas par je rapport au récuse, droit, bien sûr que je le récuse. Je dis, je répète, que nous sommes contre la violence. Nous demandons à nos militants, en tout cas, d'utiliser les moyens pacifistes de s'opposer au pouvoir en place. mais qu'est-ce que ça Et traduit en fait? Qu'est-ce que ça dit en fait de notre société qu'on en soit à un moment où la question du droit, la question de la légitimité à utiliser certains artefacts du droit comme la loi, tu as bien fait la différence entre légalité et légitimité. D'ailleurs, une différence que peut aussi utiliser pour parler de la réforme des retraites. Hein. tout à fait. Le, Qu'est-ce que ça dit que aujourd'hui, bah, certaines personnes, des députés et des éditocrates notamment,
commence un peu à tout mélanger, c'est-à-dire à ne plus se référer au droit et à la légitimité d'utilisation du droit, mais à dire, en fait, il faut être du côté des forces de l'ordre, coûte que coûte, puisque tous les gens qui sont en face sont des ennemis, finalement, de la République. Bah, je crois que justement, on perd la définition de ce qu'est de ce qu'est la République et de ce qu'est une démocratie. La République, la République française, en tout cas, elle se définit par les principes démocratiques et notamment par l'état de droit. Ça veut dire que l'on est prêt à respecter un certain nombre de principes qui vont au-delà des lois votées et qui s'imposent aux lois votées. Et on constate depuis plusieurs années maintenant ce que j'appellerais des dérapages, une évolution du paysage politique de l'ensemble des pays dits démocratiques, parce qu'on pourrait parler de Trump aux États-Unis, sur lesquels on peut parler de la Hongrie ou de la Pologne et d'autres. Tout ce qui a été bâti patiemment pendant des années sur l'état de droit, la démocratie, le respect des principes fondamentaux, est en train d'être mis en cause par des gens qui continuent à donner des leçons au monde entier en la matière, mais qui s'assoient de plus en plus sur ces règles. Je disais tout à l'heure, il y a des condamnations du Conseil de l'Europe et de l'ONU. Moi qui ai quelques années de militantisme, si je puis dire les choses comme ça derrière moi, je me rappelle que quand je commençais à militer, dès qu'une démocratie était pointée du doigt par l'ONU ou par le Conseil de l'Europe ou se faisait taper sur les doigts, si je puis dire, par la Cour européenne des droits de l'homme, elle réagissait immédiatement pour remettre les choses en place dans le cadre du respect de ces principes. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est le contraire. Au contraire, c'est ces organismes, les conventions internationales qui sont mises en cause. Et on commence à avoir de plus en plus de gens, y compris en France, qui commencent à dire il faut arrêter de respecter ces conventions internationales qui sont des empêcheuses de tourner en rond. Nous, c'est nos fondamentaux. On n'a pas changé de fondamentaux. Depuis notre origine, on s'est battu. Enfin, nos, nos prédécesseurs se sont battus pour la construction de ces outils, notamment pour la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions qui la mettent en œuvre. Et on n'a pas changé de position, nous. On reste sur la défense des principes, de ces principes fondamentaux qui sont les bases, je le redis encore une fois, qui sont les bases de la vie démocratique. Et je répète ce que j'ai dit encore, ce n'est pas parce que quelque chose est légal que cela respecte ces principes démocratiques. Et on le voit très bien avec tout ce qui concerne le maintien de l'ordre aujourd'hui en France, parce qu'on est de plus en plus dans des dérapages, notamment l'état d'urgence, alors pas l'état d'urgence sanitaire, mais l'état d'urgence sur la question du terrorisme, a permis de voter des lois qui petit à petit sont rentrées dans le droit commun et qui aujourd'hui sont considérées comme légales, sont des choses légales, mais qui ne sont pas pour autant légitimes. Et c'est ce qui nous fait continuer à nous battre sur ces questions-là. Alors, justement, là, la focale est mise sur les questions de maintien de l'ordre, mais c'est pas l'unique mission de la LDH, c'est pas le maintien de l'ordre. Vous êtes notamment attaqué, encore une fois, par ces gens de droite, sur vos autres d'autres de vos combats, comme par exemple le combat contre alors l'islamophobie. Je ne sais pas si c'est un mot que vous utilisez à la LDH, mais peu importe. Vous portez des combats, en tout cas, contre l'islamophobie, et ça a l'air d'en déranger certains et certaines qui disent ah ben vous voyez, il y a une dérive de la LDH qui ne serait plus laïque, qui serait du côté des frères musulmans, qui soutiendrait Tariq Ramadan, qui je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, il y a tout aussi là un aréopage, tout un développement, on va dire, sur la LDH qui vous rendrait aux yeux de ces gens euh, non légitimes à recevoir des subventions de l'État.
Alors, je vais redire autrement pour répondre directement à ta question, un peu les mêmes choses, et j'en suis désolée. Parce que ce qui nous guide, c'est des grands principes, ce qu'on appelle les grands principes du droit. Et il en va de même en matière d'islamophobie. Alors, le mot peut faire débat à l'intérieur de la LDH, mais peu importe. La question, c'est les discriminations dont sont victimes ce que l'on appelle les arabo-musulmans pour faire court, réels ou supposés d'ailleurs. Hein. Parce que dans les discriminations, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles il y aurait des choses à expliquer en la matière. Donc, on est là comme par heure. Je vais prendre un cas caricatural. En août dernier, on nous a beaucoup reproché de défendre l'imam Iqiyoussen. Alors, nous n'avons pas défendu l'imam Iqiyoussen. Nous avons défendu les principes fondamentaux que M. Darmanin attaquait à travers l'imam Iqiyoussen. Et c'est difficile pour nous de faire comprendre la différence entre faire respecter les principes fondamentaux, euh, quelles que soient les victimes, je dirais, et défendre telle ou telle personne. Je vais prendre un exemple que citait récemment Henri Leclerc, notre président d'honneur. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a défendu le droit des procès équitables pour les collaborateurs, parce que nous considérons que toute personne, quelle qu'elle soit, a droit à un procès équitable. Et là, avec l'imam, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a fait avec l'imam? On a mis en cause ce qu'on appelle le droit à une vie privée et familiale. Cet homme était né en France, avait toujours vécu en France, avait des enfants français, des petits-enfants français. Et il a exprimé des propos qui sont insupportables, mais qui n'ont jamais été condamnés. Et ça, on le met, y compris d'ailleurs qu'il y a des actions qui ont été menées par l'État et qui n'ont pas abouti à des condamnations. Donc, ça a été quelque part un bouc émissaire pour M. Darmanin. Monsieur Darmanin a mis en avant des mesures dans le cadre du projet de loi immigration qui portent atteinte à ce qu'on appelle, dans notre jargon, les personnes protégées. C'est-à-dire que toute personne qui, a, qui est intégrée dans la société française, on va dire, qui a une carte de résident et qui fait le choix de ne pas prendre la nationalité française, qui est son choix. On a beaucoup de Français qui vivent depuis plusieurs générations à l'étranger, qui n'ont pas pour autant pris la nationalité du pays dans lequel ils vivent. Donc, parallélisme des formes, dirais-je. Donc, ces mesures ont été introduites dans le fameux projet de loi Darmanin, dont on ne connaît pas l'avenir aujourd'hui. Hein, il a été retiré, il sera saucissonné. Une proposition de loi du Sénat est prête à reprendre les mesures les plus dangereuses de ce projet de loi. Bon, c'est un autre sujet. Donc, nous restons toujours sur les principes. Et nous sommes, quels que soient les gouvernements d'ailleurs, hein, on a tendance à dire que nous attaquerions plus, nous serions de gauche et nous attaquerions plus certains gouvernements que d'autres. Je vais prendre un exemple un peu caricatural. Au moment de notre centenaire en 1998, nous avions invité M. Chirac et M. Jospin à venir à notre congrès de centenaire et nous avions attaqué la politique gouvernementale sur la question du droit des étrangers quelque temps auparavant. Et M. Jospin, de ce fait, parce qu'on l'avait attaqué, enfin, parce qu'on avait attaqué sa politique, a refusé de participer à notre centenaire. Donc, nous nous sommes retrouvés bien embarrassés d'une certaine façon, puisque M. Chirac est venu et pas M. Jospin. Mais ça fait partie de la vie institutionnelle de notre association. J'ai une dernière question, Marie-Christine. Est-ce que les menaces de Monsieur Darmanin voilà, de vous couper vos subventions venant de l'État et même celles venant des collectivités territoriales, hein, parce qu'il a invité les collectivités territoriales, c'est-à-dire notamment les mairies, qui vous subventionnent notamment parfois vos antennes locales. Il a dit ouais, les mairies aussi, elles devraient regarder les financements, etc. Est-ce que vous prenez ces menaces au sérieux? Est-ce qu'elles ont des chances d'aboutir? Est-ce que vous avez peur pour vos financements? Et surtout, c'était maintenant il y a 2 jours, est-ce qu'il y a eu une réaction de la part à la fois de vos militants, des Françaises et des Français, des intellectuels qui
soutiennent, notamment, je pense, au monde de la justice. Alors, la première chose, c'est que je dirais que ça s'intègre dans une politique que l'on voit petit à petit se mettre en œuvre et qui concerne la mise en cause de la liberté associative dans son ensemble. Je vais prendre l'exemple le plus flagrant, c'est le projet de loi sur les principes républicains qui permet plus facilement de dissoudre des associations et qui oblige les associations qui reçoivent des financements publics à signer un contrat d'engagement républicain qui permet euh, de, de faire rentrer les associations dans le droit chemin. C'est-à-dire dans le cadre politique qui est mené par le gouvernement. Donc, je ne vais pas redévelopper tout ce que j'ai développé auparavant. Donc, cette attaque contre la Ligue des droits de l'homme se situe dans ce cadre et des menaces qui pèsent sur la liberté associative en France aujourd'hui. Et là, c'est pareil. Les pouvoirs publics, et notamment le ministère de l'Intérieur, euh, ne nous pardonnent pas le fait que quasiment systématiquement, nous contestions les, euh, les dissolutions administratives qui sont faites par les pouvoirs publics. Il y a la possibilité de dissolution judiciaire. Donc, si vraiment une association enfreint un certain nombre de règles, que l'on utilise la dissolution judiciaire. La dissolution administrative, c'est un outil qui ne devrait être utilisé qu'en cas d'urgence, dans des contextes très particuliers. Ce n'est pas ce qui est en train d'être fait actuellement. Alors, on n'en est pas là. Monsieur Darmanin n'a pas encore osé menacer de nous dissoudre. Ça nous est arrivé une fois dans notre vie, c'était sous le régime de Vichy. Bon. Donc, on va Mais espérer qu'on ne va pas aller jusque-là. il a dissous à la fois le CCIF, Baraka City, il menace de dissoudre Soulèvement de la l'association terre Soulèvement de la Terre et d'autres. et d'autres. Et Exactement. d'autres, il y a plusieurs menaces qui sont actuellement. Et il y a aussi ce qui s'est passé avec Alternatiba sur le préfet qui est intervenu auprès de la maire et de la présidente, qui est aussi présidente de la communauté urbaine de Poitiers, pour demander à la dite maire et présidente de communauté d'agglomération de retirer les subventions à Alternatiba parce qu'Alternativa osait faire des ateliers de désobéissance civile. Il faudrait leur expliquer d'ailleurs que la désobéissance civique, c'est un principe constitutionnel. Donc, il y a quand même un problème là. On dérape de plus en plus. Mais si je reviens à notre propre situation, euh, je dirais, nous sommes inquiets pour la liberté associative en général. Je ne veux pas dire que ça nous indiffère, parce que on est une association qui n'est pas très dépendante au financement public, quel qu'il soit. 30% de notre budget, 70% de notre, plus de 70% de notre budget est constitué par des dons, cotisations et ce qu'on appelle les produits de vente, nos revues, etc. Donc, il y a 30% qui sont des financements publics, un peu moins, dont 13%, et 13% qui sont des financements d'État. Donc, on n'est pas très, très vulnérable. Si M. Darmanin mettait ces menaces à exécution, ça nous poserait problème, mais on saurait réagir. Et on saurait d'autant plus réagir que depuis 48 heures, il y a un énorme mouvement de solidarité. Moi, je suis militante de la LDH depuis très, très longtemps et je n'ai jamais connu ça. Jamais, jamais, jamais. C'est extraordinaire, quoi. La réaction des gens sans même qu'on ait fait quoi que ce soit, qui nous ont envoyé des messages de solidarité, qui ont adhéré, qui nous font des dons, qui sont en train de préparer des tribunes, des communiqués. On n'a jamais vu ça. Et on est tous plus ou moins bouleversés par cet élan de solidarité et de générosité euh, qui, qui montre que quand même dans le paysage français, il y a des gens qui réagissent sur les questions des principes et nous, on se définit souvent en riant comme une espèce de vigie de la République. Donc, notre histoire est intimement liée à l'histoire de la construction républicaine. Donc,
Ça fait un peu grandiloquent quand on dit ça, mais en même temps, quand on voit la générosité des gens, c'est on est quand même reconnu dans le paysage institutionnel et comme une espèce de pilier de la société civile sur les grands principes républicains. Donc, Monsieur Darmanin a tort. Monsieur Darmanin essaye de nous attaquer. Ça nous donne de l'énergie. Et l'immense mouvement de solidarité ne fait que nous renforcer encore plus dans notre détermination à continuer de combattre pour ces grands principes qui sont l'intérêt de tous et de toutes quand on vit dans une démocratie et sur laquelle la France a tort de tourner le dos, à laquelle la France a tort de tourner le dos, pardon. Eh bien, longue vie à la Ligue des droits de C'est déjà l'homme. long, sa vie, hein. Exactement, déjà longue, hein, plus de 120 ans, on le rappelle, et longue vie future. Et surtout, j'entends les mots que tu as utilisés, notamment il y a des Français et des Françaises, il y a une société française qui résiste et qui est à cheval sur les principes républicains dont tu as parlé. Merci beaucoup, Tu Marie. faisais, si je peux me permettre une dernière chose, ça se fait pas après tes remerciements, mais tu faisais allusion au sujet retraite. Hein, et nous, ce qui se passe actuellement nous préoccupe parce que nous avons une vision de défense à la fois de la démocratie politique et de la démocratie sociale. Nous considérons qu'une démocratie, elle a besoin de ces deux jambes. Hein, c'est-à-dire qu'elle a besoin, certes, d'avoir une démocratie représentative, donc politique, un système qui fonctionne bien, et on essaye de faire la vigie par rapport à pour que ça fonctionne bien, mais elle ne peut pas nier la société civile, comme on dit, les corps intermédiaires. Et ce gouvernement, il fait les deux en même temps. Donc, on est très préoccupé par rapport à ça et on va lancer probablement dans les prochains jours, les prochaines semaines, une action collective en la matière pour qu'effectivement mobiliser toutes les énergies autour de cette question. Parce que la chose qui est grave aujourd'hui, c'est que M. Macron, qui s'est présenté comme rempart par rapport à l'extrême droite, est en train d'en faire le lit et il est temps de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, Marie-Christine, Merci Pablo et à bientôt. et à bientôt.